Bonjour tout le monde et merci de vous être inscrit à cette 5e session de webinaire portant sur les statistiques et la data science. Aujourd'hui, nous allons parler d'analyse de variance, aussi appelée ANOVA. Je suis Jean-Paul Malouf, je travaille en tant que consultant data science dans la société Adinsoft qui développe le logiciel XLStat. D'ailleurs, c'est XLStat, donc le logiciel d'analyse de données et de statistiques, que je vais utiliser pour faire des démonstrations d'ANOVA au cours de ce webinaire. L'ANOVA recouvre pas mal de techniques que nous n'allons malheureusement pas pouvoir voir juste en 1 heure. Donc, je vais juste vous donner un petit peu une idée de ce qu'est l'ANOVA et comment implémenter des ANOVA de base dans XLStat. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de faire un petit peu plus de recherche, voire de solliciter la société Adinsoft pour qu'elle vous prépare des formations sur mesure. À la fin de ce webinaire, il y aura une session de questions-réponses. N'hésitez pas à soumettre vos questions dans la fenêtre de chat. J'essaierai de répondre à un maximum de questions à la fin de la session. Il y aura un enregistrement de ce webinaire disponible sur le site XLStat et sur la chaîne YouTube du logiciel XLStat. Vous allez recevoir un lien vers l'enregistrement d'ici la fin de cette semaine, a priori. Donc, n'hésitez pas à partager le lien à des personnes qui pourraient être intéressées. La présentation ainsi que le jeu de données de démonstration sont téléchargeables sur la plateforme du webinaire. Donc, je vous encourage à télécharger cette présentation parce qu'elle renferme pas mal de liens vers des pages qui pourront s'avérer intéressantes pour compléter un petit peu ce que je vais dire aujourd'hui. Voici le plan de ce webinaire. Je vais commencer par dire un petit peu qui sommes-nous. Ensuite, je vais passer à cette subdivision des outils statistiques en 4 catégories que l'on voit depuis le début de ce cycle de sessions de webinaire. Ensuite, je vais passer à un petit rappel sur les tests statistiques et sur la modélisation. C'était l'objet des 2 derniers webinaires qu'on a vus ensemble la semaine dernière et qui sont, donc ce rappel est un petit peu essentiel pour que je puisse procéder avec l'ANOVA, que j'entame d'ailleurs dans la 4e partie. Je vais parler de conditions de validité dans l'ANOVA. Je vais parler de comparaison multiple par paire, en quoi cela consiste. De test de Kruskal-Wallis, qui est un équivalent non paramétrique de l'ANOVA à un facteur. Et enfin, je vais parler d'ANOVA à 2 facteurs et d'effets d'interaction. Évidemment, je vais lancer pas mal de démonstrations XLStat tout au long du webinaire. Alors, qui sommes-nous? XLStat est un logiciel d'analyse de données convivial qui s'intègre à Excel sous PC et sous Mac. Il est développé, comme je vous l'ai précisé, par la société Adinsoft et il est également disponible sur Excel 365 et Google Sheets pour une utilisation sur le cloud. La force d'XLStat, c'est le fait qu'il soit totalement incorporé, intégré à l'interface conviviale d'Excel. Toutes vos analyses statistiques de la plus standard à la plus poussée passent par Excel et vous n'avez vraiment pas à quitter cette interface depuis la préparation de l'analyse jusqu'à l'interprétation et la personnalisation des résultats. En quelques chiffres, XLStat, c'est plus de 220 fonctionnalités statistiques, plus de 150 000 utilisateurs à travers le monde, plus de 25 salariés à votre service, 300 000 visites mensuelles sur le site. C'est un logiciel disponible en 7 langues et nous avons des bureaux sur 3 fuseaux horaires, donc Amérique, Europe et Japon. Il y a 10 000 téléchargements mensuels du logiciel. La société Adinsoft qui développe le logiciel XLStat est basée au sein de la Data Factory qui se trouve à Bordeaux en France. Il s'agit d'un laboratoire privé dédié à la data science et qui inclut 5 sociétés expertes autour de la data science, y compris Adinsoft. C'est un laboratoire très actif en termes de data science qui organise plus de 25 ateliers, événements et formations chaque année. XLStat propose 8 solutions pour satisfaire vos besoins spécifiques. Donc, il y a 3 solutions généralistes, Basic, Basic Plus et Premium. Basic renferme une centaine de fonctionnalités statistiques essentielles pour la description, la préparation des données, les tests statistiques, la modélisation, l'analyse multivariée et un bon nombre d'autres fonctionnalités. Basic Plus renferme les fonctionnalités de Basic, plus
des fonctionnalités de machine learning. Premium renferme l'intégralité des fonctionnalités XLStat, donc les 220 fonctionnalités XLStat. Et entre Basic Plus et Premium, vous allez trouver des solutions intermédiaires qui renferment des fonctionnalités propres à des domaines métiers précis. Par exemple, Sensory, c'est une solution qui a été conçue spécialement pour l'analyse sensorielle, l'optimisation des produits d'un point de vue sensoriel. Dans Life Sciences, vous allez trouver des outils d'analyse qu'on utilise régulièrement en épidémiologie ou en biostatistique de manière générale. Marketing est une solution conçue pour les études de marché et la stratégie. Forecasting pour les prévisions sur des séries temporelles notamment, et puis l'étude de risque. Quality, conçu pour le contrôle qualité les plans d'expérience. XLStat renferme sur son site plus de 200 tutoriels didactiques avec des jeux de données à télécharger à la clé. Donc, chaque fonctionnalité XLStat est associée à un tutoriel dédié sur le site internet sur lequel vous pouvez suivre pas à pas l'implémentation de telle fonctionnalité dans XLStat et l'interprétation des résultats. Donc, ce sont des tutoriels écrits pour les utilisateurs avec peu de recours à des notions mathématiques compliquées. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Vous pouvez cliquer sur le PDF pour accéder à cette page. XLStat développe également une chaîne de vulgarisation sur YouTube qui s'appelle StatCafé et qui renferme donc des différentes vidéos de format court. Et dans chaque vidéo, vous trouverez l'explication d'une fonctionnalité précise et une mise en application sous XLStat avec interprétation des résultats. Comment diviser les outils statistiques en différentes catégories? Vous avez des outils de description des données qui permettent de décrire des variables de manière isolée ou des colonnes dans un jeu de données de manière isolée, ou de décrire le lien entre deux variables. On va parler de statistiques univariées et de statistiques bivariées. C'était l'objet du premier webinaire de cette série. On a parlé de moyenne, d'écart type, de boxplot, de nuages de points. Ensuite, au cours du deuxième webinaire, on a parlé d'exploration et de segmentation des données. C'est un ensemble d'outils qui permettent de plonger facilement dans un jeu de données multivarié sans forcément avoir une question précise derrière la tête. On a surtout parlé d'analyse en composantes principales ou ACP. Dans le cadre de ce webinaire, on a aussi parlé de la CAH, classification ascendante hiérarchique, qui permet de diviser le jeu de données en groupes d'observation homogènes. Les tests statistiques, donc objet du troisième webinaire, sont des outils statistiques qui permettent d'accepter ou de rejeter une hypothèse bien précise en assumant des risques d'erreur. Donc les tests les plus courants, notamment ceux qu'on a mis en place la semaine dernière, c'était le test T de Student, le Ki2, le test de corrélation. Aujourd'hui, on va approfondir l'ANOVA, qui peut être considéré comme un test statistique. Et enfin, la modélisation statistique permet de comprendre comment évolue une variable en fonction d'un ensemble de paramètres. On a parlé de régression au cours du dernier webinaire et on a parlé de modélisation de manière générale. Aujourd'hui, on va parler d'un autre modèle, l'ANOVA. La différence entre régression et ANOVA sera très simple. Dans le cadre de la régression, on cherche à expliquer une variable quantitative par des variables quantitatives. Dans le cadre de l'ANOVA, on cherche à expliquer une variable quantitative par des variables qualitatives. C'est ça la grande différence entre les deux. Alors, vous avez accès à des enregistrements des derniers webinaires. Peut-être que le dernier, celui sur la modélisation statistique, n'a pas encore été mis en ligne, mais ça ne saurait tarder. Et donc aujourd'hui, on va parler d'ANOVA dans le cadre de cette grande famille d'outils. Et sachez que la semaine prochaine, nous avons rajouté un webinaire qui porte sur le machine learning supervisé, qui rassemble un ensemble de techniques qui permettent d'optimiser des algorithmes dans un but prédictif. Donc rendez-vous la semaine prochaine, je l'espère. Vous pouvez vous inscrire en passant par ce lien. Un petit rappel sur les tests et la modélisation statistique. Donc l'ANOVA est considéré comme un modèle statistique et renferme une notion de test. On va parler d'hypothèse nulle, d'hypothèse alternative et de p-value. Alors je commence avec les tests statistiques.
Je vous rappelle qu'un test statistique permet de répondre à une question dont la réponse est oui ou non. Je prends un exemple très basique et très courant de test statistique. La moyenne A est-elle différente de la moyenne B? On peut répondre à cette question par oui ou par non. Un test statistique implique deux hypothèses qui vont se confronter. Une hypothèse dite nulle, qui implique une idée d'égalité, et qu'on a écrit H0. Donc moyenne A est égale à moyenne B. Et une hypothèse alternative qui implique une idée de différence. Donc moyenne A est différente de moyenne B. Le test statistique va calculer une quantité, un chiffre qu'on appelle la p-value, qui correspond à une probabilité, donc qui est comprise entre 0 et 1. La p-value est le risque que vous prenez de vous tromper en rejetant l'hypothèse nulle et en acceptant l'hypothèse alternative. Ce n'est pas la définition exacte, précise de la p-value, mais c'est un bon court-circuit. Ce qu'il faut faire pour prendre une décision, finalement, à l'issue d'un test statistique, c'est de comparer cette p-value à un seuil de risque qu'on appelle alpha. Et ce seuil de risque, c'est vous qui le positionnez en amont de l'étude. À quel point est-ce que vous voulez être conservateur dans votre prise de décision? Si vous voulez être très conservateur, vous diminuez alpha. Si vous voulez être un peu plus laxiste, vous l'augmentez. Donc, si la p-value est inférieure à alpha, vous pouvez rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse alternative en prenant un risque proportionnel à la p-value de vous tromper. Donc, dit de manière un peu plus vulgarisée, la p-value, quand elle est faible, elle indique un effet significatif. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de cette question-là, un effet significatif se traduit par une différence significative entre la moyenne A et la moyenne B. Vous avez plus d'infos sur les tests statistiques en passant par ce lien. Ensuite, qu'est-ce que la modélisation statistique? Nous avions travaillé sur ce jeu de données depuis le début de cette série de webinaires qui correspond à la description de clients d'une plateforme de vente de chaussures en ligne. Donc, en ligne, vous avez différents clients et en colonne, vous avez les variables qui caractérisent ces clients. Donc, vous avez des variables qui sont plutôt quantitatives, numériques. On peut quantifier, exprimer avec des chiffres comme la taille, la pointure, le poids, le temps passé sur le site et le montant de la facture. Et vous avez des variables plutôt qualitatives comme l'origine, le sexe et la marque préférée. Ce sont des variables qu'on ne peut pas exprimer par des chiffres. La première question qu'on avait posée lors du dernier webinaire était la suivante. Comment est-ce que le montant de la facture varie-t-il en fonction du temps passé sur le site? On avait identifié une variable dite à expliquer, donc le montant de la facture, on cherche à expliquer le montant de la facture. Et d'un autre côté, on a identifié une variable dite explicative, qui est le temps passé sur le site. Donc, la modélisation implique variable à expliquer et variable explicative. Nous avons vu, pour répondre à cette question, l'exemple de la régression linéaire simple, même si ce n'est pas l'exemple exclusif en modélisation, et qu'il y a plein d'autres outils de modélisation qui existent. Donc, nous avons tracé une droite à l'intérieur du nuage de points qui lie la variable à expliquer souvent placée sur Y à la variable explicative souvent placée sur X. Et nous avons réécrit l'équation de cette droite sous cette forme-là. Donc, le montant de la facture est égal à A plus B fois le temps passé sur le site. Voilà ma variable à expliquer et ma variable explicative qui sont liées ensemble à l'intérieur de cette équation qui implique ce qu'on appelle des paramètres ou des coefficients. Alors A, c'est l'heure donnée à l'origine, donc c'est l'heure donnée de l'intersection de la droite avec l'axe des heures données. Et B, c'est la pente de la droite, c'est l'inclinaison de la droite. Si B est négatif, la droite est descendante. Si B est positif, la droite est ascendante. Si B est nul, la droite est aplatie. Donc voilà notre manière de simplifier la réalité via la modélisation, un modèle du type droite. Alors il y a toujours une part de la réalité qui n'est pas capturée par le modèle. Vous voyez que cette droite ne passe pas précisément par chacun des points. Il y a une part de la réalité représentée par ces flèches qu'on appelle des résidus et qui n'est pas capturée donc par le modèle. Toutes les différences entre les données et le modèle qui est représenté par la droite correspondent aux erreurs ou aux résidus. On avait vu dans le cadre de la modélisation que pour qu'un modèle linéaire soit valide,
il faut que les résidus obéissent à certaines hypothèses, notamment l'hypothèse de normalité, l'hypothèse d'homocédasticité. Et donc, tout comme pour la régression linéaire, vous allez voir que l'ANOVA implique également des résidus qui, eux, doivent obéir aux mêmes hypothèses. Donc, pour basculer, pour faire la transition vers l'ANOVA, je vais simplement trouver une autre variable à placer sur l'axe des X, et cette variable sera qualitative. Donc, introduction à l'ANOVA. Disons que j'ai envie de expliquer le montant de facture en fonction de l'origine, qui est une variable qualitative. Je repose la question comme suit. L'origine, variable explicative, a-t-elle une influence sur le montant de la facture, variable à expliquer? Comment est-ce que je pourrais représenter les choses typiquement en ANOVA? Je pourrais simplement calculer la moyenne de montant de facture par origine et tracer ce graphique-là. Donc sur l'axe des ordonnées, j'ai mon montant de facture exprimé en moyenne, c'est ma variable à expliquer qui est quantitative. Et sur mon axe des abscisses, j'ai ma variable explicative qui est qualitative que j'appelle un facteur. Et sinon, chacune des planètes correspond aux modalités ou au niveau du facteur. Donc voici mon modèle d'ANOVA, une variable à expliquer quantitative et une variable explicative qualitative. Vous allez voir plus tard que l'ANOVA reviendra simplement à une comparaison de moyennes. Je vais comparer les moyennes entre elles pour voir s'il y en a au moins une qui est différente d'une autre. Donc l'ANOVA ou analyse de variance est un modèle permettant d'expliquer une variable quantitative par plusieurs variables qualitatives qu'on appelle des facteurs. Et de manière plus simple, l'ANOVA permet de comparer des moyennes. S'il n'y a qu'un seul facteur en jeu, dans notre cas, il n'y a qu'un seul facteur en jeu, il s'agit de l'origine, on parle d'ANOVA à un facteur. Plus tard dans ce webinaire, on va exploiter un cas d'ANOVA à deux facteurs. On va notamment exploiter l'idée d'interaction statistique. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je vous ai dit que l'ANOVA est un modèle. Un modèle implique des résidus. Peut-être que certaines personnes parmi vous se demandent où se trouvent les résidus dans ce modèle. Je vais reprendre une représentation graphique de mon montant de facture en fonction de l'origine, Mars, Pluton et Terre. Donc, je présente mes données avec des traits. Okay, et les moyennes de chacune des modalités avec des croix rouges. Et en fait, le modèle d'ANOVA est représenté par ces trois moyennes. C'est une manière un peu vulgarisée de représenter le modèle d'ANOVA. Et les résidus ne seront donc que les différences entre les données ou les points et les moyennes. Donc chaque point sera associé à une flèche rouge qui correspondra à la différence entre la moyenne en question et le point. Et en fait, ces résidus-là doivent obéir aux hypothèses que j'ai évoquées au cours du dernier webinaire et qu'on va revoir ensemble aujourd'hui. Le jeu de données que nous allons exploiter aujourd'hui est le suivant. Donc, il s'agit de l'évaluation de la note vanillée de 3 yaourts différents, donc, qui se trouvent dans la feuille yaourt de votre jeu de données. Vous pouvez voir que j'ai 3 yaourts différents, 1, 2 et 3. Et chacun des yaourts est goûté plusieurs fois. Et à chaque fois, on note le goût vanillé. La question qu'on se pose, la force du goût vanillé change-t-elle en fonction du yaourt? Quelles sont les variables à expliquer et les variables explicatives? J'ai une variable à expliquer qui est quantitative ici et qui contient des données manquantes dans le jeu de données. Et une variable explicative qui est le yaourt qu'on va placer sur l'axe des X et qui est qualitative. Qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà dans un premier temps? D'ailleurs, c'est une grande recommandation que je vous fais depuis quelques webinaires déjà. On va décrire un petit peu ce lien. On va essayer de calculer des statistiques descriptives très simples pour voir s'il n'y a rien qui cloche dans les données avant de se lancer, de se précipiter sur un test statistique. Donc là, j'ai représenté la note du goût vanillé en fonction des yaourts, mais sous forme de box plot. C'est ce qu'on a vu ensemble au cours du webinaire sur les statistiques descriptives que je vous invite à revisionner si nécessaire, en cliquant sur ce lien. Donc, a priori, il n'y a rien de très alarmant dans ce jeu de données. On n'a pas de valeur extrême, on n'a pas de distribution
des données ou de dispersion très différentes parmi les groupes. Là, peut-être pour le yaourt 2, on voit que la moyenne, donc cette croix rouge, est un petit peu décalée par rapport à la médiane, donc ce trait, vers le bas. Alors, ça indiquerait peut-être une petite dissymétrie de la distribution des yaourts 2, mais ce n'est pas très flagrant. On peut continuer, on peut enchaîner avec la suite, avec la Nova. Donc, grande recommandation, avant de vous précipiter sur un test statistique, observez de vos données, faites des statistiques descriptives pour vérifier qu'il n'y a rien qui cloche et que vos données sont adéquates pour un test. Voici, je reprends un petit peu ce graphique des moyennes, donc notre coût vanille en fonction du produit, et je vais écrire les hypothèses nulles et alternatives associées au test d'ANOVA. Donc, l'hypothèse nulle, les trois moyennes sont égales. Hypothèse alternative, au moins une moyenne est différente d'une autre. On a toujours cette idée d'égalité dans l'hypothèse nulle et cette idée de différence dans l'hypothèse alternative. Donc, on va interpréter la p-value classiquement. Si elle est inférieure à alpha, on va rejeter l'hypothèse nulle et on va accepter l'hypothèse alternative en prenant un risque proportionnel à la p-value de nous tromper. Sur quoi est-ce que la p-value du test d'ANOVA se base? Pourquoi est-ce qu'on dit ANOVA ou analyse de variance alors qu'on est en train de comparer des moyennes? En fait, l'ANOVA se base sur la comparaison de deux variances. C'est comme ça qu'on va évaluer l'effet du produit sur la note du coût vanillé. Où se trouvent ces deux variances? La première variance mise en jeu est représentée par ces flèches rouges ici, par la hauteur de ces flèches. Il s'agit de la variance des résidus, la variance de l'erreur. La deuxième variance mise en jeu, c'est la variance des moyennes, représentée par la taille de cette flèche. Si j'évaluais la dispersion des moyennes ou la variance de ces moyennes, j'obtiendrai en gros la taille de cette flèche-là. Et plus la flèche verte, donc la variance intergroupe, est grande par rapport à la variance intragroupe, par rapport aux flèches rouges, et plus mes moyennes sont dispersées les unes par rapport aux autres, et plus donc mon effet est significatif. Ce qui se passe, c'est que un rapport est calculé entre ces deux variances, qu'on appelle le rapport F de Fisher, qui correspond à la variance inter divisée par la variance intra. Et plus ce rapport est élevé, plus il indique une variance inter, une flèche verte, grande par rapport à la flèche rouge, donc plus l'effet sera significatif. Donc F élevé, p-value faible. Voilà comment fonctionne l'ANOVA. Alors je vous propose de mettre tout ça en application dans ExcelStat. Donc voici comment se présente ExcelStat à l'intérieur de votre fichier Excel. Vous avez différents menus qui renferment différentes fonctionnalités que vous pouvez mettre en place à l'intérieur de votre fichier Excel directement sur vos données. Je vais aller dans le menu modélisation des données qu'on avait utilisé aussi la dernière fois. Cette fois-ci, je vais me diriger vers ANOVA. Voici une boîte de dialogue ExcelStat typique qui s'ouvre devant vous, qui est composée de différents onglets à l'intérieur desquels vous pouvez capturer des données et configurer des options. Les boîtes de dialogue de modélisation dans ExcelStat sont organisées souvent de la même manière. Vous avez une case pour entrer des variables à expliquer ou variables dépendantes et des cases pour introduire des variables explicatives, variables indépendantes. Alors, je vais vous jouer un petit tour de magie. Regardez là, dans variables explicatives, vous avez quantitative et qualitative. Si je décoche qualitative, j'attire votre attention sur le titre de cette boîte de dialogue. Hop. On passe à régression linéaire. En fait, la régression linéaire, je vous rappelle, permet d'expliquer des variables quantitatives par des variables quantitatives. Et l'ANOVA permet d'expliquer des variables quantitatives par des variables qualitatives. Et si vous avez les deux, vous passez à ANCOVA. Pour fin du tour de magie, retour aux choses sérieuses. Je vais capturer ma variable à expliquer ou dépendante ici même et ma variable explicative ici. Je vais cliquer OK.
Le résultat apparaît dans une nouvelle feuille Excel. Je vais descendre un petit peu vers déjà une première table qui peut être intéressante pour nous. Il s'agit de cette table-là que je vais commenter dans la présentation. Donc la table d'analyse de variance, on est en train de confronter les deux variances dont je vous ai parlé. Voilà ma variance inter et ma variance intra, donc la dispersion de mes moyennes et la dispersion de mes résidus, et le rapport F entre les deux, et la p-value qui est issue de ce rapport F. Donc la p-value est inférieure au seuil de risque 0,05, disons qu'on a placé notre seuil de risque à 0,05. On rejette H0, on accepte H1 en prenant un risque très faible de nous tromper. Sachez que dans la boîte de dialogue ANOVA, dans l'onglet graphique, vous avez différents graphiques intéressants que vous pouvez mettre en place, notamment ce fameux graphique que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui vous affiche les moyennes avec des intervalles de confiance. Donc, je reprends ma conclusion et je peux répondre à ma question. Au moins une moyenne de score Gouvanier est différente d'une autre. Maintenant, il reste à vérifier les hypothèses sur les résidus pour que notre modèle soit totalement fiable et qu'on puisse donc faire confiance à ce résultat. Conditions de validité de l'ANOVA. Hypothèse sur les résidus. Donc l'ANOVA est un modèle linéaire et en tant que modèle linéaire qui se respecte, les hypothèses sur les résidus sont à vérifier. Et ils sont les mêmes que pour la régression qu'on a vue la semaine dernière. Donc indépendance des résidus. Il faut qu'il y ait une mesure par unité statistique. Il ne faut pas qu'il y ait autocorrélation. Je vous avais montré des patterns de violation la dernière fois. Il ne faut pas qu'il y ait trop de résidus hors normes, pas trop de points qui s'éloignent beaucoup trop de la masse des données. Il faut que les résidus suivent une distribution normale, donc une distribution en forme de cloche. Et il faut qu'il y ait homocédasticité ou homogénéité des variances des groupes. Donc, toutes les variances des groupes doivent être similaires, c'est-à-dire que dans notre cas, on a 3 variances, elles doivent être égales. Je vais prendre chaque cas à part dans le cadre de l'ANOVA et essayer de vérifier un peu chacune de ces conditions à part. Je vais vous montrer des outils spéciaux. Peut-être pas pour l'indépendance, mais pour les 3 autres. Je vais commencer avec celui-là. Donc, je vais commencer avec l'hypothèse d'indépendance. J'assume cette indépendance. Donc, je me dis qu'il n'y a pas forcément raison de croire que la première observation ou la deuxième observation soient liées d'une certaine manière. Du moins pour le moment, vous allez voir tout à l'heure que, en fait, il y a une dépendance, il y a une variable que je vous ai cachée et qu'on va exploiter tout à l'heure. Mais pour le moment, partons là-dessus. On assume l'indépendance des résidus. Deuxième hypothèse, il ne faut pas qu'il y ait trop de résidus hors normes. Donc là, vous avez une représentation graphique des résidus. Chacune des barres représente donc la taille du résidu normalisé ou standardisé plutôt. Dans ce graphique-là, il ne faut pas qu'il y ait une barre qui est beaucoup trop loin de la masse des autres barres. Il ne faut pas qu'il y ait quelques barres qui soient trop loin de la masse des autres barres. Dans ce cas-là, les barres en question correspondent à des observations hors normes. Donc dans ce cas-là, il faudrait réfléchir d'où viennent ces observations. Est-ce qu'elles sont vraiment représentatives de ma population? Est-ce que je n'ai pas fait une erreur de saisie? Je corrige tout ça et je reprends. Ensuite, normalité et homogénéité des variances. Je vous propose de faire ce diagnostic en passant directement par la boîte de dialogue ANOVA. Donc, je vous montre un petit peu, en revenant sur mon jeu de données, la fameuse boîte de dialogue. Je reviens dessus en cliquant sur le bouton Replay, ici sur les résultats. Tout est préconfiguré. Je vais aller dans Sortie, tester les hypothèses et activer test de normalité et test de Leven. Le test de Leven permet de comparer les variances. Je vous recommande de prendre le test de Leven sur les médianes parce qu'il a un bon compromis, robustesse et puissance. Et si je descends tout en bas, j'obtiens les résultats de ces deux tests. Le résultat du test de normalité
et le résultat du test d'homogénéité des variances que je vais commenter là-dessus. Donc, par rapport au test de normalité, regardez, j'ai une hypothèse nulle qui dit que les résidus suivent la normale et une hypothèse alternative qui dit l'opposé. Donc, ma p-value est supérieure à un seuil de risque alpha. Donc, je peux dire que la distribution des résidus ne s'écarte pas significativement d'une distribution normale. Je suis content. Faites très attention, encore une fois, à l'interprétation des tests de normalité qui ne sont pas fiables quand votre nombre d'observations est trop faible. Le test d'homogénéité des variances, le test de Leven, est lui aussi associé donc à une p-value, à une hypothèse nulle et alternative que j'ai reformulée ici, que ce soit un peu plus intelligible. Selon l'hypothèse nulle, les variances sont égales. Selon l'hypothèse alternative, il y a au moins une variance différente d'une autre. Donc, la p-value est très élevée. On ne rejette pas l'hypothèse d'égalité des variances, donc on est content, encore une fois. Donc, toutes les hypothèses sur les résidus de notre ANOVA ont été validées. On peut adopter l'hypothèse alternative qui dit qu'au moins une moyenne est différente d'une autre, mais je reste un petit peu sur ma faim. J'ai envie de savoir quelle moyenne précisément diffère d'une autre. Et pour faire ça, je peux avoir recours à ce qu'on appelle les comparaisons multiples par paire. Qu'est-ce que les comparaisons multiples par paire? Les procédures de comparaison multiples, vous trouverez plus d'informations en cliquant ici, permettent d'examiner à la loupe la significativité statistique des différences de moyenne entre modalités. Je vais tester la différence entre yaourt 1 et yaourt 2, la différence entre yaourt 1 et yaourt 3, entre yaourt 2 et yaourt 3. Donc je vais lancer 3 tests statistiques supplémentaires. Et ça, les comparaisons multiples par paire le font automatiquement. Par contre, attention, et là c'est une notion un petit peu complexe, ces procédures impliquent en général une pénalisation des p-values à mesure que le nombre de p-values calculés augmente. Si j'ai 3 modalités et que je veux comparer toutes les modalités les unes aux autres, je devrais lancer 3 tests, 1 versus 2, 1 versus 3 et 2 versus 3. Imaginez maintenant que j'en ai 6 ou que j'en ai 10 des modalités et que je veux faire toutes les comparaisons 2 à 2. Ça démultiplie de manière assez monumentale le nombre de tests que je vais lancer. Alors, attention, à chaque fois que vous lancez un test et que vous prenez une décision, vous êtes en train de prendre un risque de vous tromper. Plus le nombre de tests lancés sera élevé, plus il y a un risque que vous preniez au moins une mauvaise décision. Vous êtes en train de prendre un risque à chaque fois, donc vous êtes en train de démultiplier le risque de vous tromper au moins une fois. Alors, pour vous prémunir contre cette inflation du risque de vous tromper à mesure que le nombre de tests impliqués augmente, les procédures de comparaison multiple mettent en place une pénalisation des p-values à mesure que leur nombre augmente. Donc, plus vous allez calculer un nombre de tests, élevé, plus les p-values seront pénalisées, elles seront augmentées, en gros. Alors, ces procédures sont nombreuses. Vous allez voir dans XLStat, il y a différentes options. Les plus courantes sont Tukey-HSD et Fisher-LSD. Donc, Tukey-HSD, c'est celle que je vous recommande, c'est vraiment la plus courante. Fisher-LSD, elle est trop permissive, elle n'est pas assez pénalisante. Et il y en a une qui est très courante, je crois, dans le monde de l'analyse sensorielle et de l'agronomie, c'est SNK de Newman-Nichols. Elle est peu pénalisante, donc elle aboutit plus facilement à des effets significatifs en comparaison à Tukey-HSD de manière générale. Il y en a une qui est très pénalisante, c'est la procédure de Bonferroni. Et sinon, si certaines questions n'impliquent la comparaison des modalités qu'à un témoin, vous pouvez partir sur les contrastes de Dunet disponibles sur XLStat aussi. Si vous n'êtes intéressé que par des comparaisons de plusieurs modalités à un témoin, vous pouvez économiser le nombre de tests mis en jeu et du coup réduire la pénalisation et partir sur des comparaisons notamment de Dunet. Comment mettre en place des comparaisons multiples dans XLStat? Je remonte encore une fois vers la boîte de dialogue ANOVA. Dans Sortie, vous avez un sous-onglet intitulé Moyenne et là-dedans, vous pouvez activer comparaison multiple
et comparaison par paire. Et à l'intérieur de cette liste-là, vous pouvez sélectionner donc le type de comparaison qui vous intéresse. Je vais prendre Tukey HSD qui est le type le plus courant. Sinon, là, vous avez les comparaisons à un témoin, donc du net, dont je vous ai parlé, qui permettent d'économiser le nombre de comparaisons. Donc, je clique OK. Et vous obtenez donc les résultats relatifs à ces comparaisons multiples tout en bas. Et donc, il y a différentes manières d'exprimer ces comparaisons multiples. Moi, j'aime bien ce graphique parce qu'il est assez synthétique et c'est celui que je vais commenter pour vous. Alors, ce graphique représente les moyennes estimées de différentes modalités, de nos trois modalités. Donc, en rouge, j'ai le yaourt 3, en bleu, j'ai le yaourt 1, et en vert, j'ai le yaourt 2. Le yaourt 3 a la moyenne la plus élevée. Vous voyez que chacune de ces modalités est associée à un ensemble de lettres, A, AB et B. Ce sont ces lettres qui vont nous permettre d'interpréter les comparaisons multiples par paire. Deux moyennes ayant au moins une lettre en commun ne sont pas significativement différentes. Regardez, la bleue et la rouge ont une lettre en commun, c'est la lettre A. Donc bleu et rouge ne sont pas significativement différentes. Donc le yaourt 3 et le yaourt 1 ne sont pas significativement différents en termes de moyenne. Le yaourt bleu et le yaourt vert ne sont pas significativement différents en termes de moyenne. Regardez, ils partagent la lettre B. Et d'un autre côté, deux moyennes n'ayant aucune lettre en commun sont significativement différentes. Notamment, exemple, le yaourt 3 versus le yaourt 2. Il s'agit du rouge versus le vert. Donc, au final, notre yaourt le plus vanillé, c'est notre yaourt rouge, le 3, qui est significativement plus vanillé que le yaourt vert, donc le 2. Alors, c'est bien beau d'aboutir à cette interprétation purement statistique, de significativité statistique à l'issue de notre étude. Maintenant, je vous invite toujours à revenir vers les données et vers une interprétation dans votre propre domaine d'expertise. On a une différence de moyenne entre le rouge et le vert d'un seul point de notre vanillé. Regarde, là, on est à peu près à 5,5 pour le rouge et là, on est à 4,5 à peu près pour le vert. Alors, est-ce que cette différence de 1 point, certes significative, en vaut vraiment le coup d'un point de vue sensoriel? Je ne sais pas. À vous de prendre une décision. Le test de Kruskal-Wallis est un équivalent non paramétrique de l'ANOVA à un facteur. Donc, on a fini un petit peu tout ce que on avait à dire dans le cadre de ce webinaire sur l'ANOVA à un facteur. Je voulais juste faire une petite parenthèse et vous montrer un équivalent non paramétrique de ce modèle. Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'un test non paramétrique? Un test non paramétrique, c'est un test qui sera valable dans un plus grand nombre de situations que son équivalent paramétrique, notamment lorsque les hypothèses sur les résidus ne sont pas respectées. Donc c'est un test plus robuste. Par contre, c'est un test qui est moins puissant que le test paramétrique d'ANOVA. C'est-à-dire qu'il est moins apte à aboutir à un rejet de H0. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans le cadre de notre exemple. Je vais lancer un test non paramétrique de Kruskal-Wallis sur mes données, donc qui répond à peu près aux mêmes hypothèses nulles et alternatives que l'ANOVA. Je vais aller dans tester une hypothèse, test non paramétrique Kruskal-Wallis, qui se trouve là. Je vais prendre mes données à l'intérieur de cette colonne et mes identifiants d'échantillons ici. J'attire votre attention sur le fait que vous avez des procédures de comparaison multiples par paire adaptées au test de Kruskal-Wallis. Je vous conseille d'ailleurs cette option-là. Dans les graphiques, je vais vous montrer un truc assez intéressant. Donc, boxplot avec p-value. Je clique OK. Voici la p-value du test, 0,092. Par rapport au seuil de risque alpha de 0,05, on ne peut plus rejeter l'hypothèse nulle. On ne peut plus prendre de décision. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certes, le test de Kruskal-Wallis est plus fiable, par contre, il est moins puissant. Il aboutit moins souvent à une décision dans les bonnes conditions.
Ensuite, donc, vous avez les résultats sur les comparaisons multiples par paire. Et enfin, ce graphique qui représente la note Gouvanier en fonction du yaourt sous forme de box plot. Et là, chaque paire de box plot est associée à une p-value qui représente donc la p-value des comparaisons multiples par paire. Yaourt 1 versus yaourt 3, la différence ou la p-value correspondante est de 0,272. Pour 1 versus 2, le test est associé à une p-value de 0,828. Maintenant, un petit conseil, si jamais votre p-value de test général, c'est-à-dire celle-là, que ce soit pour le test de Kruskal-Wallis ou pour l'ANOVA, si jamais cette p-value n'est pas significative, il n'est pas recommandé d'aller interpréter les comparaisons multiples par paire. Vous n'avez pas accepté l'hypothèse selon laquelle il y a au moins une moyenne qui est différente d'une autre, donc ça ne sert à rien d'aller inspecter les comparaisons multiples par paire. Dans ce cas-là, je voulais juste vous montrer un joli graphique, mais qui n'est interprétable que si la p-value globale est. La dernière partie de ce webinaire, ANOVA a deux facteurs et effets d'interaction. Juste ici, on a manipulé qu'un seul facteur. Il s'agit du facteur yaourt. Là, on va inclure un autre facteur, typique de l'analyse sensorielle d'ailleurs, et il s'agit du facteur juge ou goûteur, la personne qui va goûter au yaourt. Donc, dans ce cas-là, j'ai une variable à expliquer quantitative et deux variables explicatives qualitatives, le juge et le produit. Regardez, chaque juge, il y en a 8 en tout dans le jeu donné, chaque juge va goûter 3 fois chacun des produits. Ce qui fait que ces 9 mesures ici sont liées d'une certaine manière par rapport au fait qu'elles ont été jugées par la même personne, goûtées par la même personne, c'est-à-dire avec sa propre expérience, son propre jugement, son propre optimisme ou pessimisme. Et les 9 observations suivantes étaient liées aussi par le fait qu'elles sont associées au même juge. Et je reviens donc à cette histoire d'indépendance des résidus. Donc dans l'exemple initial, les mesures, regardez, je attire votre attention là-dessus, les mesures n'étaient pas tout à fait indépendantes dans l'exemple initial. Donc là, en impliquant les deux facteurs dans le même modèle, on règle le problème. Les questions qu'on va se poser, la note Gouvanier moyenne change-t-elle 1 en fonction du yaourt, 2 en fonction du juge, est-ce qu'il y a des juges qui surestiment par rapport aux autres, qui sous-estiment par rapport aux autres, 3 de l'interaction entre les deux. Alors c'est sur cette notion-là d'interaction que je vais clôturer ce webinaire. Qu'est-ce que l'interaction statistique? C'est l'effet d'un facteur dépend de la modalité du deuxième facteur. C'est comme ça qu'on traduit l'interaction statistique. Par exemple, l'effet yaourt dépend du juge. Je vais vous expliquer de manière un peu plus schématique cette histoire d'interaction. Imaginez qu'on prenne en compte que 2 juges et 2 produits de yaourt. OK? Alors voici les différentes possibilités de sortie de l'ANOVA à 2 facteurs. Donc les juges sont représentés sur l'axe des X et chaque yaourt est représenté par une couleur différente, donc blanc ou noir. Je vais prendre chacun des cas et je vais essayer de voir quels sont les effets mis en jeu, quels sont les effets qu'on observe. Dans ce premier cas, regardez, est-ce qu'on a un effet juge? Si je fais la moyenne des 2 barres pour le juge 1 et la moyenne des 2 barres pour le juge 2 et que je compare ces deux moyennes, j'ai l'impression que non, il n'y a pas d'effet juge, on tombe sur la même moyenne. Par contre, si je fais la moyenne des barres blanches versus la moyenne des barres noires, je me rends compte qu'il y a une augmentation. OK? Donc il y a un effet yaourt. On a un effet yaourt ici. Dans ce deuxième cas, si je fais la moyenne des 2 barres relatives au juge 1 et la moyenne des 2 barres relatives au juge 2, je me rends compte qu'il y a une différence. Par contre, si je compare la moyenne des barres blanches à la moyenne des barres noires, je tombe sur la même moyenne. Donc là, j'ai un effet juge. Et dans ce cas, si je fais la moyenne des 2 barres pour le juge 1 et la moyenne des 2 barres pour le juge 2, regardez, je tombe sur la même moyenne. Pas d'effet juge. Si je fais la moyenne des barres blanches et que je la compare à la moyenne des barres noires, je tombe aussi sur la même moyenne. Donc pas d'effet yaourt.
Pourtant, il y a bien quelque chose qui se passe là-dedans, vous êtes d'accord, hein? En fait, le pattern de l'effet yaourt change en fonction du juge et c'est comme ça que s'exprime un effet d'interaction entre les deux facteurs. Selon le juge 1, le deuxième yaourt est plus vanillé que le premier. Selon le juge 2, le premier yaourt est plus vanillé que le deuxième. Effet d'interaction. En analyse sensorielle, cet effet-là, c'est vraiment un effet indésirable. Dès qu'on détecte un effet d'interaction, c'est que notre panel n'est pas vraiment consensuel. Notre panel de juges n'est pas d'accord. Les juges ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Par contre, dans d'autres domaines, par exemple, je ne sais pas, les domaines plus expérimentaux en industrie ou en agronomie, des fois un effet d'interaction peut être intéressant. Sinon, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, juge 1, si on fait la moyenne des deux, versus la moyenne des deux pour juge 2, on a un effet juge, on a une augmentation. Si on fait la moyenne des blancs versus la moyenne des noirs, on a un effet yaourt. Et d'un autre côté, si on regarde le pattern des yaourts au sein de chaque juge, on voit qu'il change d'un juge à un autre. Regardez ici, le juge 1 n'a pas vraiment détecté de différence entre les deux yaourts, alors que le juge 2 en a détecté. Donc là, on a les trois. Effet yaourt, effet juge et effet d'interaction. Comment mettre en place une ANOVA à deux facteurs avec effet d'interaction dans XLStat? Je vous le montre tout de suite. Donc, modélisation des données ANOVA. Donc là, dans variable dépendante, je prends Gouvanier. Dans variable explicative, je prends le produit et je prends la colonne qui est juste à côté, la colonne A, la colonne juge. Et dans les options, vous pouvez sélectionner le niveau d'interaction que vous recherchez. Ici, vous ne pouvez pas aller à une interaction à plus de 2 voies parce que vous n'avez que 2 facteurs en entrée. Alors, grande recommandation, faites attention, dans les sorties, activez type 1, 2 et 3 quand vous lancez une ANOVA à plusieurs facteurs. Vous allez voir que je vais avoir 3 tables avec des p-values, 3 tables d'effets. 1, 2 et 3, je vous recommande de vous fier à l'analyse du type 3, la table du type 3. Vous pouvez évidemment, encore une fois, mettre en place des comparaisons multiples par paire. Je clique OK. Une première boîte de dialogue me demande de choisir les interactions que je veux inclure ou les effets que je veux inclure dans mon modèle. Je veux l'effet juge, l'effet produit et l'effet juge-produit. Et je clique OK. Et je descends. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez 3 tables d'analyse, type 1, type 2 et type 3. Je vais commenter cette analyse-là dans la présentation. C'est une table qui présente une ligne par effet, une ligne pour l'effet juge, une ligne pour l'effet produit, une ligne pour l'effet d'interaction. Et chaque effet est associé à une p-value. Donc, je vous ai écrit juste l'hypothèse nulle pour chacune de ces p-values. Donc, pour l'effet juge, l'hypothèse nulle, c'est que les 3 moyennes de juge sont égales. Non, pardon, les 8 moyennes de juge sont égales. Pour l'effet produit, les 3 moyennes de produit sont égales. Et pour l'effet d'interaction, le pattern des moyennes des yaourts ne change pas en fonction des juges. C'est comme ça qu'on écrit l'hypothèse nulle. Ou inversement, le pattern des juges ne change pas en fonction des yaourts. Donc ça s'interprète de manière symétrique. Alors décision, les 3 p-values sont inférieures à alpha. Donc on peut rejeter les 3 hypothèses en prenant des risques très faibles de nous tromper. Un conseil, de manière générale, lorsque votre interaction est significative, l'interprétation des premiers effets, donc l'effet juge à part, l'effet produit à part, n'a plus beaucoup de sens. Si vous avez une interaction significative, c'est cette interaction-là qu'il faut interpréter dans les résultats. Et d'ailleurs, comment interpréter un effet d'interaction? Comment visualiser l'interaction dans ces données? Si vous fouillez dans le rapport d'ANOVA et que vous descendez un petit peu plus bas, vous allez vous rendre compte qu'il y a un graphique assez intéressant qu'on appelle le graphique des interactions.
qui se trouve d'ailleurs ici. En voilà une première version. Et ici, une autre version. C'est cette version-là que je vais commenter. Alors, ça a l'air confus comme ça au premier abord, mais en regardant de plus près, sur l'axe des ordonnées, j'ai ma variable à expliquer, donc notre coût vanillé. Et sur l'axe des abscisses, j'ai les modalités d'un des facteurs qui sont étalés, donc le facteur produit dans ce cas. Et à l'intérieur du graphique, chaque ligne correspond à une modalité du deuxième facteur. Dans ce cas, chaque ligne correspond à un juge. OK? Comment s'exprime l'interaction? Regardez un petit peu le pattern de chaque juge. Regardez le juge en violet ici et le juge vert, le juge en vert. Ces deux juges pensent que le deuxième yaourt a un goût moins vanillé que le yaourt 1 et le yaourt 3. Regardez maintenant ce juge en gris. Ce juge en gris n'est pas tout à fait d'accord. Il pense que le yaourt 2 est plus vanillé que le yaourt 1. Donc il y a un désaccord. C'est comme ça qu'on visualise l'effet d'interaction. Techniquement, lorsque les lignes ne forment pas le même pattern, par exemple pas le même pattern en V, ou quand tous les patterns des juges ne sont pas parallèles les uns par rapport aux autres, c'est que vous avez un effet d'interaction. Si vous avez des lignes qui se croisent de manière assez abrupte dans ce graphique-là, par exemple cette ligne violette qui croise la ligne rouge et la ligne noire, c'est que vous avez des effets d'interaction. Donc, conclusion possible dans le cadre de cette étude, le panel n'a pas le palais bien entraîné, n'est pas consensuel en tout cas par rapport à la note Gouvanier de nos trois produits. Vous avez sinon une autre représentation graphique des sorties de l'ANOVA qui peut se retrouver donc en activant les bonnes options ici dans l'onglet graphique. Je vous invite à aller regarder. Et sinon, on arrive au bout de ce webinaire. Petit récapitulatif. Donc l'ANOVA est un outil de modélisation d'une variable à expliquer quantitative par des variables explicatives qualitatives qu'on appelle des facteurs. L'ANOVA implique un test basé sur le rapport de variance inter versus variance intra, ou variance des moyennes et variance résiduelle. Évidemment, vous avez des conditions de validité qui portent sur les résidus. Les comparaisons de multiples par paire permettent d'identifier quelles modalités spécifiques ont des moyennes différentes les unes des autres. Elles impliquent une pénalisation des p-values. Le test de Kruskal-Wallis est un équivalent non paramétrique de l'ANOVA à un facteur au cas où les conditions de validité n'étaient pas vérifiées. Il s'agit d'une solution, il y a d'autres solutions que je n'ai pas abordées aujourd'hui. Les ANOVA à plusieurs facteurs permettent notamment d'exploiter des effets principaux et des effets d'interaction. Donc on arrive un petit peu à la fin de ce cycle. La semaine prochaine, on aborde une partie spéciale de l'analyse de données qui est très à la mode aujourd'hui. Comment optimiser des algorithmes dans un but prédictif. Ce sera l'objet du webinaire du 5 mai prochain, Machine Learning supervisé et prédiction. Je vais prendre quelques questions avant de vous dire au revoir. Si à la place des numéros de juges, on mettait des noms, ça ferait une ANCOVA. Non, à partir du moment où vous sélectionnez dans la boîte de dialogue XLStat, à partir du moment où vous sélectionnez vos variables explicatives ici, elles seront prises en tant que variables qualitatives. Et tant que vous ne sélectionnez pas de variables explicatives quantitatives en même temps, vous serez sur une ANOVA. Est-ce que je peux exécuter similairement une ANOVA pour plusieurs variables quantitatives à expliquer? C'est une très bonne question. XLStat permet de boucler automatiquement plusieurs ANOVA. Regardez, j'ai caché une autre variable ici. Vous avez deux variables à expliquer, note Gouvanier et appréciation. Plutôt que de lancer une ANOVA sur la première, puis de retourner sur la boîte de dialogue et lancer une ANOVA sur la deuxième, vous pouvez avoir même 10 variables à expliquer. C'est souvent le cas dans l'analyse sensorielle, par exemple. Vous pouvez aller dans XLStat, une boîte de dialogue ANOVA, et sélectionner les deux colonnes dans les variables dépendantes à expliquer, ou les 10 colonnes. Et XLStat va boucler des ANOVA sur chacune des colonnes, ou une ANOVA par colonne, et vous allez avoir donc un résultat synthétique à la fin. Donc ça vous permet de
de gagner du temps de calcul. Quel est l'équivalent non paramétrique de l'ANOVA à 2 facteurs? Malheureusement, il n'y a pas d'équivalent non paramétrique de l'ANOVA à 2 facteurs, en tout cas pas à ma connaissance. Je suis désolé pour cette mauvaise nouvelle. Quel est le nombre minimum de répétitions pour tester une interaction? Je reprends donc les données. Pour que vous puissiez tester un effet d'interaction, il faut que vous ayez des répétitions par combinaison de modalités. C'est-à-dire que il faut que chaque yaourt soit répété au moins 2 fois au sein de chaque juge. Si vous n'aviez qu'une répétition de yaourt à l'intérieur de chaque juge, vous ne pourriez pas tester un effet d'interaction. Est-ce qu'on peut utiliser plusieurs variables explicatives jusqu'à 5 pour l'ANOVA? Vous pouvez inclure, oui, évidemment, plusieurs variables explicatives pour l'ANOVA. Il faut que vous ayez juste assez de répétitions pour ce faire. Et par contre, attention, pour ce qui est des effets d'interaction, je vous recommande de ne pas inclure des effets d'interaction à plus de 2 ou 3 voix parce qu'après, en termes d'interprétation, ça devient vraiment très difficile. Comment faire l'ANOVA si ma variable dépendante est qualitative? Si votre variable dépendante ou expliquée est qualitative, je vous ai parlé d'une autre technique de modélisation sur le guide que je vous ai montré, le guide de modélisation que je vous ai montré l'autre fois. D'ailleurs, je vous le montre ici. Regardez. Si votre variable à expliquer est qualitative, vous pouvez lancer une régression logistique, binomiale ou ordinale ou multinomiale. Vous avez des tutoriels ici qui vous aideront. Sinon, si vous avez besoin de plus d'aide par rapport à la régression logistique, n'hésitez pas à solliciter une formation appropriée. Merci d'avoir suivi ce webinaire sur l'ANOVA. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, télécharger la version d'essai de 14 jours et rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on parle de prédiction. Très bonne fin d'après-midi et à bientôt.